dans le cadre de ce webinaire qui va reprendre en partie la conférence qui a eu lieu le 10 mars 2022, comme vous pouvez le découvrir sur la diapositive. Pour ma part, je suis M. Weissrock, représentant la société Self-Invest en France, notamment à Paris, où on avait accueilli le 10 mars dernier Éric Lefort pour cette conférence. Donc, aujourd'hui, nous invitons Éric dans le cadre de ce webinaire. Donc, Éric, es-tu parmi nous? Tout à fait. Merci. Merci de nous avoir rejoints. Donc, moi, pour ma part, bien sûr, je vais suivre avec vous ce webinaire et je serai bien sûr disponible s'il y avait des questions spécifiques à WH Self-Invest. Par contre, je vais tout de suite donner la parole à Éric et voilà. Donc, normalement, Éric a les mains également sur vos questions. Vous disposez d'un chat comme d'habitude pour poser des questions en cours de webinaire si nécessaire. Et voilà, donc s'il y a bien sûr, encore une fois, lieu que j'intervienne, je le ferai. Mais pour l'instant, donc je donne la parole à Éric et j'en profite en même temps pour couper mon micro et pas amener des parasites quelque part dans la présentation. Ok, merci. Donc, bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, nous allons parler du travail des tendances et de la gestion des sorties. Donc, je suis Éric Lefort, je trade depuis un peu plus de 20 ans et j'ai écrit un bouquin qui s'appelait Trader les futurs et les CFD sur indice boursier qui est épuisé, trouvable éventuellement en occasion. Par contre, vous avez la possibilité de commander sur le site Mogalef Trading le fascicule de formation, en fait, qui date un petit peu, mais qui est tout à fait au bout du jour quand même. Alors, en ce qui concerne cette présentation, donc vous pourrez avoir le PDF de cette présentation directement sur le site Mogalef Trading. Vous allez sur le menu Home et conférence WHS 2022. Dans les conférences WHS 2022, donc vous avez travail des tendances et gestion de sortie avec le PDF de la conférence et l'indicateur des bandes de Mogalef et du stop Mogalef que vous pouvez inclure parmi vos indicateurs de façon tout à fait gratuite. Il suffit de les mettre donc dans le répertoire express de votre NanoTrader. Voilà, donc ça c'est exactement ce que je viens de vous dire. Donc le sommaire, on va avoir quelques rapides rappels. On va voir un indicateur de niveau en temps réel qui vous permet de prendre des décisions pendant le trade et d'avoir des indications en particulier sur ce qui est le plus important, c'est-à-dire les supports et les résistances. On va voir comment trader les tendances en ligne, parce qu'il y a deux types de tendances, en fait, les tendances en ligne et les tendances oscillatoires. Et au final, on verra comment renforcer et comment alléger pour tenir une position sur plusieurs niveaux. Donc, un rappel rapide, les points de repère. Donc, j'utilise en principe en point de repère, quelle que soit l'unité de temps, la moyenne mobile exponentielle 150, qui est ici en bleu, et le retracement 90, qui est ici en vert. Le retracement 90, c'est le milieu du range des 90 dernières bougies. Donc, le milieu entre le plus haut et le plus bas des 90 dernières bougies, ce qui nous donne avec l'ensemble, en fait, une zone que j'appelle une zone d'équilibre, c'est-à-dire que quand les cours sont au niveau de la moyenne mobile 150 et du retracement 90, nous avons en fait un marché qui est à l'équilibre et non pas en tendance, c'est-à-dire en range éventuellement. Quand on sort de cet équilibre et que les cours s'éloignent donc de la zone d'équilibre, alors nous sommes en tendance haussière. Et quand les cours reviennent vers cette zone d'équilibre, nous sommes en correctif, en tendance corrective baissière ici en l'occurrence, et la plupart du temps on rejoint l'équilibre, quoique quelquefois on continue en tendance baissière directement. La moyenne mobile 20 est aussi assez utile pour avoir un point de repère en ce qui concerne la puissance de la tendance ou la régularité de la tendance. Donc ici, on voit tendance et corrective, vous voyez, avec une tendance qui vient du dessus de la zone neutre, qui traverse la zone neutre,
avec la moyenne mobile 20 qui l'accompagne, et en correctif, on revient vers la zone neutre, en fait, en passant souvent la moyenne mobile 20, en cassant, puis avec ici un petit pullback, et un retour sur la zone neutre. Ici, pareil, vous avez des tendances et correctives. Donc là, je vous ai mis en gros une partie du graphe qui est celle-ci, de manière à ce que vous puissiez voir un point d'entrée particulier qui est ici, qui apparaît en plus gros, casque qui se casse la figure, qui apparaît en plus gros donc ici avec une structure particulière qui est une action-réaction qui, elle, donne un niveau en général de support ici, ou résistance si on passe dans l'autre sens évidemment. Donc ça, c'est une structure qu'il vous faut guetter absolument pour avoir une idée directe d'une zone de support ou d'une zone de résistance. Donc, on va passer à l'indicateur de niveau en temps réel, celui qui va vous permettre de détecter les supports et résistances au fur et à mesure que le trade avance. Le principe, en fait, est, l'indicateur s'appelle le répulse. Le principe du répulse, c'est non pas de mesurer la force d'un mouvement en elle-même, mais de mesurer la puissance exprimée dans une bougie. Donc la puissance exprimée dans une bougie, on prend en fait le niveau le plus haut et on voit de combien les cours ont été repoussés jusqu'à la clôture. On prend le niveau le plus bas, donc on regarde de combien les cours ont été repoussés jusqu'à la clôture, et ensuite, dans une moindre mesure, on examine le mouvement interne qui est la différence entre l'open et le close. Donc, ceci nous donne une force de bougie, que ce soit haussière ou baissière, et le répulse, en fait, mesure cette force et vous indique par ces divergences la présence de zones de résistance ou de zones de support. Donc, voilà comment se présente le répulse sur WHS. Bon, ici, c'est le répulse du pack Mogalev, qui est un petit peu plus complet dans la mesure où il indique directement les résistances et les résistances ou les supports, enfin les divergences plus exactement. Donc ici, une divergence baissière du répulse 1, c'est-à-dire le répulse le plus sensible. Donc, vous voyez ici les cours qui donc sont en tendance haussière, qui sont partis de la moyenne mobile de la zone neutre ici, d'ailleurs avec une action-réaction, donc qui signalait aussi la présence d'un support. Ensuite, ils sont passés au-dessus de la MM20, ils ont continué. Là, vous voyez aussi une mini action-réaction qui peut vous donner une indication sur la présence ici d'une résistance. Et le répulse ici, le répulse 1, en fait, vous indique une divergence, c'est-à-dire que ici, on fait un plus haut ici, plus haut que le haut précédent, alors que sur l'indicateur, on fait un plus haut plus bas que le haut précédent, c'est-à-dire qu'il y a divergence de comportement ici en l'occurrence, et le répulse vous indique donc que cette divergence est efficace. Vous avez l'indication à la clôture de cette bougie. Donc, c'est relativement rapide. Alors, il y a 3 répulses dans l'indicateur, qui est en standard chez WHS. Hein. Je ne l'ai pas dit, mais il est en standard. Il s'appelle WHS Répulse. Donc, vous avez 3 répulses. Le répulse 1, qui est un répulse rapide, qui est utilisé essentiellement pour les impulsions, pour voir s'il y a des résistances à l'impulsion. Ensuite, un répulse en bleu, qui est un répulse, disons, moyen terme, qui va chercher des résistances ou des supports sur une unité de temps un petit peu plus longue, et le répulse 15 qui, lui, va chercher des résistances ou des supports sur un mouvement entier. Donc voilà l'exemple de ce que vous pouvez avoir comme indication pour les répulses. Donc vous voyez ici un départ en tendance qui est ici carrément dans la zone neutre, qui est un petit peu trop large, donc difficile à détecter. En fait, l'ensemble zone neutre se situe ici dans le range. Ici, on casse, on part donc en tendance, et vous voyez que vous avez ici une divergence de répulse. Vous avez plusieurs petites divergences, mais les cours continuent à travailler, à continuer sur une impulsion plus grande, en fait, et vous avez une première divergence de répulse 5 qui apparaît ici, et qui vous dit qu'ici, il y a un obstacle. Là,
vous avez une petite divergence haussière sur le répulse 1 qui vous indique qu'il y a probablement une zone support, une petite zone support ici. Et vous avez ensuite de nouveau une impulsion relativement forte, suffisamment forte pour ne pas être bloqué par les petites résistances, disons les mini-résistances et les mini-supports. Et vous avez une indication de fin de mouvement qui se situe ici, avec simultanément une divergence sur le répulse 5 et sur le répulse 15, qui vous indique une fin de mouvement à ce niveau-là. Donc, vous voyez que les divergences apparaissent quand même relativement proches des sommets. La divergence ici de répulse bleu, le répulse 5, apparaît, que je ne dise pas de bêtises, ici, sur cette bougie-là, à la clôture, et la divergence sur répulse 15 arrive à la clôture de la dernière bougie qui est à l'écran ici. Donc, vous voyez, c'est quand même relativement rapide comme indication, et donc ça vous permet d'avoir des indications de trading qui vous permettent de prendre des décisions assez rapidement, avoir des indications qui vous permettent de prendre des décisions rapidement. Alors, il y a des limites, bien sûr, à cet indicateur. La première limite, c'est qu'il ne s'utilise que lorsqu'il y a un mouvement, une tendance, et non pas quand il y a une période de range comme ici. Toutes les indications qu'il va donner en période de range n'ont strictement aucun intérêt. C'est-à-dire que quand on est en période de range, eh ben, ce n'est pas la peine de regarder le répulse. On peut fermer l'indicateur, ça ne nous intéresse pas. Comme tout indicateur, les indicateurs, on donne des indications, mais uniquement dans certaines structures de marché ou dans certaines conditions de marché. Il n'y a pratiquement pas d'indicateurs qui donnent des indications dans toutes les conditions de marché. Et voilà également une tendance ici que vous voyez qui se déclenche là, juste après une corrective, et une tendance qui se déclenche. Et là, vous avez un phénomène avec cette grande bougie noire, un phénomène d'accélération. Quand il y a une accélération dans une tendance déjà en cours, alors il n'y aura pas de divergence de répulse. C'est-à-dire que le répulse ne va pas vous prévenir qu'on arrive sur un support ici. Le seul moyen que vous avez que vous indique les cours, la seule indication que vous indique les cours, c'est sur les cours elles-mêmes, cette accélération qui, on le verra, constitue très souvent un point de sortie extrêmement intéressant. Donc, quand utiliser le répulse? On peut l'utiliser quand on rentre en position pour vérifier qu'on n'est pas juste au niveau d'un support ou d'une résistance. Donc, ça évite de rentrer sur un niveau, de rentrer à l'achat sur une résistance ou de rentrer à la vente sur un support. Et on l'utilise surtout quand on est en position pour vérifier les divergences et dès qu'il y a une divergence, prendre une décision de trading. Une divergence est un obstacle. Donc, les décisions qu'on peut prendre sont très variées. Ça peut être une sortie totale de position, ça peut être une sortie partielle de position, ça peut être une couverture de position, c'est-à-dire qu'on couvre de manière à ce qu'on monte le stop, de manière à ce que le stop couvre les frais et que l'on ne puisse pas repasser en position perdante. Eh bien, donc, on peut mettre le stop encore un peu plus haut pour assurer un gain minimum. En fait, toute décision reste possible et tout dépend de la tendance elle-même, de la vision globale qu'on a de la tendance. Si une tendance est particulièrement puissante, on aura tendance, entre guillemets, à essayer de rester en position. Par contre, si une tendance est relativement molle, là, il faudra plutôt penser à sortir de position. Donc, vous voyez des exemples ici de divergence répulse avec ici, par exemple, une divergence de répulse 1 qui vous indique qu'il y a un petit support ici. Alors, c'est intéressant de savoir qu'il y a un petit support parce qu'une cassure de support peut être un excellent point de départ, surtout quand vous avez une moyenne mobile 20 qui suit ici et qui descend en simultané et une impossibilité des cours à revenir sur le niveau haut du range ici. C'est-à-dire que, vous voyez, le niveau haut du range est ici. Les cours ont été incapables de rejoindre le niveau haut. Ils sont arrêtés à peu près au milieu, sur le retracement 90 ou la MM20, c'est la zone à peu près. Et ensuite, on a une cassure de range nette, donc une possibilité d'entrer dans la tendance. Vous avez ici une divergence sur le répulse 1, le répulse le plus rapide, qui est en rouge ici, qui vous indique qu'il y a ici une zone support.
Donc la zone support se situe ici. On voit qu'il y a une certaine bataille sur la zone support et on finit par passer, mais effectuer un pullback, quasi pullback sur la zone support. Et là, vous avez la première divergence de répulse 5 qui vous indique cette fois un support de taille, entre guillemets, enfin de puissance plus importante. Et cette indication, vous voyez, vous l'avez à la fin de la petite bougie blanche qui est là. Donc là, vous pouvez prendre directement une décision. Et si vous avez, si vous n'avez pas tenu compte, en fait, vous n'êtes pas sorti totalement sur la divergence de répulse 5, alors sur le répulse le plus long, on voit une divergence donc, de répulse 15 cette fois. Et cette divergence, vous l'avez à peu près à ce niveau-là. Hein, oui, c'est ça. Sur cette bougie-là, le petit doji. Donc, relativement tôt aussi. Et là, ça vous indique quand même qu'il faut prendre une décision plus importante, ou bien de sortie, ou bien de couverture totale de position, de manière à placer vos stops relativement près. On ne sait jamais si ça repart, vous y serez. Sinon, vous serez stoppé. Là, pareil, vous voyez sur le retour sur zone neutre délimitée par le retracement 90 et la même 150, sur quelque chose qui est relativement baissier quand même, on est en tendance relativement baissière. Là, vous avez une divergence de répulse 5 qui vous indique la présence ici d'une zone de résistance qui coïncide avec la zone neutre ici. Donc, vous avez cette indication à ce niveau-là, c'est-à-dire que je ne dise pas de bêtises, oui, c'est ça, au sortir de la grande bougie rouge, une indication relativement rapide, et vous avez ensuite une cassure, un retour sur MM20, et là, la MM20 est descendante cette fois, un retour sur MM20, là, ça vous indique que là, vous avez un excellent point d'entrée, en fait, en supposant que les cours continuent. S'ils ne continuent pas, vous avez directement un niveau de support de résistance ici, ce qui vous permet de mettre votre stop juste au-dessus de la résistance et d'être stoppé relativement court, d'avoir une perte relativement peu importante. Là, ici, vous voyez que la tendance continue et vous avez à ce niveau-là à la fois un phénomène d'action-réaction et une divergence sur répulse 1 qui vous indique un point dur, donc une zone de support. Cette zone de support est quand même apparemment relativement importante, un peu renforcée dans l'idée qu'on peut en avoir par cette structure d'action baissière et de réaction haussière. Et vous voyez que les cours tentent encore derrière d'aller un petit peu plus bas, et ils arrivent un petit peu plus bas, mais à ce niveau du bas, c'est-à-dire à la clôture de cette bougie, ici, la bougie blanche, vous avez simultanément, quasiment, une divergence sur le répulse 5 et sur le répulse 15 qui vous indique que là, vraiment, on a un support de forte importance qui correspond quasiment au support qu'on avait avant d'ailleurs, mais là, vous avez une deuxième indication qui vous indique là une position de sortie plutôt favorable. Alors, je regarde juste un peu les questions en ce qui concerne tout ça. Bonjour, lors d'un breakout, l'avalement de la dernière bougie par la bougie précédente est un bon signal. Oui, ça peut être un bon signal à condition de casser un plus bas ou un plus haut. Donc, nous allons voir maintenant, je vous ai dit, il y avait deux types de tendances essentielles, les tendances en ligne et les tendances oscillatoires. Et on va commencer par les tendances en ligne, parce que ce sont les plus traîtresses en fait. Qu'est-ce qu'une tendance en ligne? Une tendance en ligne, vous voyez, le marché reste en général relativement cyclique, avec des hauts, des bas relativement marqués. Lors d'une tendance en ligne, les oscillations de marché disparaissent et en général, le mouvement est relativement puissant et étroit. C'est ça une tendance en ligne, un mouvement puissant et étroit. Alors, on voit bien sur cet indicateur qui s'appelle la STPMT que vous avez également en standard qui s'appelle la WHS STPMT, stochastique pondéré moyen terme, qui est un agrégat de stochastique en fait. Donc l'indicateur est en gras. Donc vous voyez qu'on a sur cet indicateur une visualisation des oscillations et que ici on a pratiquement plus d'oscillations. On recommence d'avoir des oscillations qu'à ce niveau-là, qui correspond à une divergence de répulse 5, donc à l'arrivée sur une zone de résistance possible, qui va vous donner une indication ici de sortie.
En ce qui concerne l'entrée elle-même, alors vous avez le choix entre considérer que ce groupe de bougies, lui, est en range, ou bien considérer que c'est tout ce groupe de bougies qui est en range. Si vous considérez que les bougies ici, le petit groupe en fait, est un range, vous avez une possibilité d'entrée à ce niveau-là, au niveau de la cassure, avec un soutien au niveau de la MM20, donc un stop qui va être placé légèrement sous la MM20, voire sous la MME 150 si vous craignez un pullback. Si vous avez considéré ici que la zone de résistance, c'est surtout celle-là, bien que les cours soient sortis déjà de la zone neutre, vous avez des possibilités d'entrer au niveau de la cassure, c'est-à-dire en fait à ce niveau-là, ici, c'est-à-dire le plus haut de cette bougie. C'est là, à ce niveau-là, qu'a lieu la cassure. Derrière, en fait, vous avez un petit pullback, mais vous savez que vous êtes en tendance en ligne parce que les cycles ont disparu et une tendance en ligne reste en ligne jusqu'à ou bien elle casse vers le bas ou bien elle casse vers le haut. Et ça, on va voir les deux cas et ce que ça implique. Alors, ça peut être également, si vous êtes sur une unité de temps relativement faible, ou forte d'ailleurs, ça n'a pas d'importance, mais ça peut être également des mini-oscillations, vous voyez, comme ça, qui vous indiquent l'absence ou l'aspect désordonné des cycles. Donc là, vous avez des tendances qui sont une tendance en ligne qui est assez intéressante, dans la mesure où, comme beaucoup de tendances en ligne, en fait, vous avez la MM20 qui vient et qui est parallèle quasiment à la tendance en ligne. Ici, évidemment, la cassure, donc une possibilité de sortie directement. Et vous voyez sur le petit canal que vous voyez ici correspond à une unité de temps inférieure en fait, sur lequel il y avait déjà une tendance en ligne. Donc voilà en fait le gros plan. Hein, vous voyez cette tendance sur toute cette partie du graphe, il n'y a plus d'oscillation, alors qu'avant les oscillations sont quand même relativement belles. Vous voyez, elles reviennent après aussi, comme ça. Et après, on va repartir sur l'unité de temps supérieure avec un canal de tendance en ligne qui est quand même plus large, qui apparaît très large sur du 5 minutes, mais là, on était sur 60 minutes avant, et on voyait que le mouvement était en ligne et très violent. Alors, le principe de base, on ne va jamais, jamais, jamais contre une tendance en ligne. Une tendance en ligne, il n'y a rien de tel pour vous faire perdre de l'argent si vous cherchez à aller contre. Ça peut être, moi personnellement ça m'est déjà arrivé, ça m'est arrivé pratiquement au tout début, après 3 mois de trading intensif, et ça m'est arrivé de vouloir m'opposer une tendance en ligne et de rentrer, c'était une tendance en ligne baissière, de rentrer à l'achat sur la tendance en ligne, de me faire stopper, de re-rentrer à l'achat, de me faire stopper, de re-rentrer à l'achat, de me faire stopper, et puis arriver à ce niveau-là, de me dire, bah mince, bon, déjà, les pertes étaient conséquentes, si vous voulez. Arriver à ce niveau-là, donc me dire, bah mince, finalement, les cours veulent baisser, et donc de vendre à ce niveau-là, et puis de me faire stopper dans l'autre sens. C'est exactement ce qui peut arriver quand vous avez la présence d'une tendance en ligne comme ça. Donc faites très, très attention aux tendances en ligne. On ne va jamais, jamais, jamais contre une tendance en ligne. Les tendances en ligne ayant la fâcheuse propriété souvent de casser les supports et résistances, et particulièrement les supports et résistances importants. Donc voici ici une ligne, vous voyez, qui avait été tracée sur cette partie du graphe et la tendance qui continue derrière avec un petit peu plus d'oscillation, un petit peu plus de mouvement. Mais vous voyez qu'on ne faut pas aller contre une tendance tant qu'elle est en ligne comme ça, avec la MM20 qui vous soutient. Ici, on aurait pu penser qu'il y avait cassure, mais non, ça continue derrière. Et malgré les divergences successives sur les indicateurs qui indiquent la présence de support et de résistance, on casse à chaque fois. Donc, on ne va pas derrière une tendance très étroite comme ça, avec très peu d'oscillation. Là, il y a une petite oscillation qui est due à un petit range, vous voyez, mais derrière, on part vraiment en ligne derrière. Là, on essaye aussi de sortir de la ligne, mais action-réaction, et hop, on repart derrière. Donc, c'est terrible, une tendance en ligne. Il ne faut absolument pas aller contre, c'est-à-dire quand les oscillations ne sont pas présentes ou très peu présentes, et quand la tendance est relativement puissante. Au niveau des entrées maintenant, alors les entrées sont possibles sur le marché.
éventuellement sur cassure du range précédent. Alors, la plupart des entrées sont intéressantes à ce niveau-là. Hein. C'est la cassure de range, c'est là qu'on a les entrées les plus intéressantes et le risque le plus faible quasiment. Prendre une tendance en cours devient un petit peu plus risqué, mais ça peut se faire éventuellement. Ça peut être un renforcement, mais pour partir en fait sur un trade, l'entrée sur cassure du range précédent est toujours assez intéressante. Là, vous voyez un petit range ici qui était le range du matin en fait. Bon, on en est sorti plus ou moins, mais là, vous avez la zone neutre, hein, donc il n'y a pas de tendance pour l'instant. On revient, et puis là, les cours viennent casser le range de l'ouverture. Et là, c'est un point d'entrée intéressant, d'autant plus que les ranges n'ont pas été capables à partir du moment où ils ont touché le bas de range, en fait, ils n'ont pas été capables de rebondir, si vous voulez. Ils ont été contrés sur la zone neutre avec, comme indication supplémentaire pour vous conforter dans votre décision, une moyenne mobile 20 qui baisse, donc qui est en couverture en quelque sorte. Enfin, elle n'est pas vraiment en couverture parce que la moyenne mobile, c'est pas elle qui fait les cours, ce sont les cours qui font la moyenne. Hein. Mais ça vous donne une indication comme quoi les cours quand même ont tendance à baisser et à ne pas pouvoir plus exactement se relever comme c'était le cas avant. Vous avez une autre indication éventuelle qui vous est donnée par le répulse, mais comme le répulse, comme nous sommes auparavant dans un range, là, la divergence qui a lieu ici sur le répulse 5, hein, vous voyez, entre ce point-là et ce point-là, c'est-à-dire entre ce sommet ici et ce sommet-là, il n'y a pas une énorme différence, donc on ne peut pas vraiment s'appuyer là-dessus dans la mesure où il n'y avait pas de mouvement précédent. Alors, bien qu'il y ait une divergence, ici, on ne devrait pas en avoir tenu compte spécifiquement. Les entrées peuvent se faire sur signal de niveau également, c'est-à-dire qu'ici, par exemple, vous avez un retour ici vers la zone neutre. La zone neutre est travaillée ici à ce niveau-là. Vous voyez que le mouvement est quand même toujours globalement baissier avec la moyenne mobile 20 en couverture. J'insiste bien, ce n'est pas la moyenne mobile 20 baissière, c'est la moyenne mobile 20 baissière en couverture, hein, c'est-à-dire au-dessus des cours actuels. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas de signal vraiment, encore qu'on aurait pu rentrer sur la cassure ici, hein, mais le point d'entrée le plus net est celui-ci. Pourquoi? Parce que vous avez ici, vous voyez, le répulse 1 qui vous indique une zone de support. Donc cette zone de support correspond à ce groupe de bougies ici et éventuellement à ce point. Et donc c'est au moment où ce point, la zone de support est cassée, c'est-à-dire au moment où le support est cassé, il devient résistance derrière, et là vous avez un point d'entrée intéressant. Et vous avez derrière une tendance où il n'y a quasiment pas d'oscillation également. Ici, un petit point d'arrêt, hein, on le voit ici sur le répulse 5, et là sur une mini-action baissière, réaction haussière, donc qui entraîne un petit range derrière, mais sans retournement réel, et de nouveau une cassure du petit range qui vous permet de rentrer sur cette tendance avec toujours une vision sur la MM20 baissière qui vous donne là, elle ne touche pas les cours, donc c'est assez intéressant. Ça vous donne un niveau pour vos stops, hein, toujours placé légèrement au-dessus, dans ce cas, de cet MM20. Et là, il y a peu de chances, quand le mouvement est assez important comme ça, que vous soyez stoppé. Là, il y a un impératif de sortie. Regardez la tendance. Vous voyez, une tendance relativement nette quand même, hein, relativement importante. Et tout d'un coup, une grande accélération. Quand vous avez une grande accélération comme ça, vous n'aurez pas de divergence de répulse. Par contre, l'indication est que l'indication d'une grande accélération de la tendance en cours vous indique qu'il est possible et même probable que ce niveau soit un niveau bas et que la fin de la tendance soit atteinte, ou la fin du mouvement plus exactement. Alors, on ne peut pas forcément le savoir, mais quand vous avez une grande bougie comme ça, hein, le réflexe, si vous voulez, dans une tendance déjà en cours, hein, le réflexe doit être au moins ou bien de sortir partiellement, ou bien de sortir totalement, ou bien de
ramener son stop relativement près, c'est-à-dire au tiers de la bougie à peu près. Hein. Et là, dans ce cas, vous seriez stoppé à ce niveau-là. Bon, ça vous ferait déjà quand même un gain relativement intéressant. Mais moi, je suis assez partisan de prendre au moins une partie des bénéfices, voire la totalité, quand le marché vous donne plus que ce qu'il semblait donner auparavant. Alors, il y a une question sur le répulse, les lignes droites de divergence. Les lignes de divergence, en fait, sont tracées automatiquement. Oui, sur le répulse qui est dans le pack Mogalef, non sur le répulse standard. Sur le répulse standard, il va falloir guetter les divergences par vous-même. Le répulse qui est dans le pack Mogalef de la NanoTrader, par contre, dispose du tracé automatique des divergences. Alors, sur une tendance en ligne, on peut sortir de deux façons, essentiellement. Alors, vous voyez, vous avez ici une tendance en ligne très étroite et très forte, et puis on sort par le haut, c'est-à-dire qu'on casse ici sur la tendance baissière, on casse par le haut la tendance, on n'accélère pas, on casse. À ce moment-là, évidemment, c'est un point de sortie éventuel, hein, mais vous avez une indication supplémentaire, c'est que dans à peu près 80% des cas, les cours vont aller plus tard refaire un plus bas que le bas atteint dans la tendance. Alors le plus bas, ça peut être un tick plus bas, hein, ça peut être 100 points plus bas, ça on ne sait pas. Hein, ça n'a pas été mesuré si vous voulez. Tout comme c'est pas 80%, c'est 79%. Bon, mais donc l'indication quand on sort d'une tendance ou d'une tendance en ligne en particulier, comme ça, vers le haut lors d'une tendance baissière, vers le bas lors d'une tendance haussière, alors les cours ont de fortes chances d'aller relativement rapidement plus bas que le bas précédent. Ici, par exemple, vous avez une tendance en ligne qui est extrêmement régulière, une tendance relativement récente, mars 22, une tendance en ligne régulière, et vous avez ici une sortie par dans le sens opposé à la tendance, en fait, qui vous indique qu'il va y avoir probablement un bas plus bas que le bas atteint ici. Et effectivement, rapidement, en fait, cette fois, il y a un bas plus bas, et croyez-moi sous parole, ici, c'est un point plus bas, simplement. Donc derrière, par contre, on revient un petit peu travailler les mêmes vins, ça c'est encore autre chose. Mais vous voyez qu'on a fait le plus bas relativement rapidement. Ça peut être rapidement. Donc, en général, il faut compter à peu près maximum, je dirais, la moitié de la durée de la tendance en ligne. Hein, à peu près. Donc, au-delà, c'est difficile de savoir si on va faire un bas ou pas. Mais n'oubliez pas aussi que c'est 80%. 80%, c'est pas 100%. C'est-à-dire qu'il y a 20% des cas où on n'ira pas faire un plus bas. Donc, méfiance un petit peu dans l'interprétation qui consisterait à dire « Ah bon, on est sorti par le haut, donc je vais vendre ». Ici, vous voyez, vous pouvez vendre, bon là, mais si on abstrait, si on enlève en fait ces bougies-là, eh bien on voit que ça part nettement dans l'autre sens au contraire. Hein. Donc, n'oubliez pas qu'il y a 20% des cas dans lesquels ça ne fonctionne pas, ça. On ne va pas faire un plus bas ici. Donc, il faut prévoir un stop relativement serré, enfin relativement serré. Là, vous avez une indication pour votre stop avec ici cette action réaction, toujours les mêmes cours, hein, les mêmes visions. Il y a pas, pour moi, il n'y a pas 36 structures, si vous voulez, à guetter. Ça évite d'essayer d'avoir 12 indicateurs dans tous les sens. Donc, le plus important, ce sont les cours. Les indicateurs, quelques indicateurs donnent des indications. On a quelques statistiques, mais c'est tout ce qui nous intéresse. Là, vous avez aussi, regardez, une action-réaction. Et puis, derrière, les cours cassure de support, point d'entrée. Donc, vous pouvez rentrer en cours de route parce que ici, vous aviez dans la tendance en ligne nettement dessiné une action baissière et une réaction haussière qui indiquaient la présence d'un support. Et ce support est cassé, il devient résistance. Et comme la tendance en plus est en ligne
c'est-à-dire sans oscillation relativement rapide, ça vous permet de mettre un stop relativement proche et mettant rapidement à l'abri votre position, parce que le stop va descendre relativement vite. Là, on ne va pas se servir de la MM20, bien qu'elle soit parallèle, mais on va rester sur à peu près la distance d'une volatilité, si je puis dire, c'est-à-dire que la moyenne entre le haut et le bas de chaque bougie, bon, vous voyez à peu près comment ce que ça fait à peu près ici 10 points. Donc 10 points, on va se mettre 10 points au-dessus du côté haut du canal, ce qui fait qu'on va être sorti à peu près par là. Hein. Si on a ce type de sortie, le stop arrivant pas ici, ici c'est un petit peu trop, ce n'est pas assez haut si vous voulez. Alors si vous êtes trop strict et que vous allez vous placer votre stop trop près, alors vous serez stoppé à ce niveau-là. Si vous placez votre stop avec un niveau de volatilité au-dessus, vous serez à peu près à ce niveau-là. Et là, vous voyez, vous serez stoppé ici. Donc un petit peu mieux. Surtout que la tendance aurait pu éventuellement continuer. Donc pour traiter les tendances en ligne, les sorties de position doivent également être faites éventuellement sur les accélérations. C'est-à-dire que quand vous avez une tendance relativement régulière comme ici, et tout d'un coup une accélération, vous voyez qu'on était dans un canal à peu près parallèle à MM20, et tout d'un coup on s'en éloigne fortement, surtout avec un retour au niveau de la zone neutre ici, et bien là c'est une indication de sortie de position, d'atteinte d'objectif en fait. Donc même chose ici, quand vous avez une accélération, une tendance, et particulièrement une tendance en ligne, et bien là il faut également songer à sortir de position. Pourquoi ? Parce que quand vous avez une sortie dans le sens de la tendance, c'est-à-dire que là, vous voyez, vous avez un petit canal sur tendance en ligne ici qui casse les points successifs et vous avez une accélération qui sort par le bas du canal, alors que le canal était un canal baissier. Donc, elle sort dans le sens de la tendance. Elle exagère la tendance. Donc, à ce niveau-là, vous avez également à peu près 80% de chance pour que ce soit un bas qui puisse durer un certain temps, au moins le temps de la tendance en ligne la plupart du temps. Hein. Donc, c'est vraiment une occasion de sortie assez importante. Est-ce qu'il y a des questions sur les tendances en ligne? J'ai particulièrement insisté en fait sur les tendances en ligne parce que ce sont des tendances pas si faciles que ça à traiter. Il faut impérativement savoir les détecter pour ne pas aller contre. Donc, si vous avez des questions, vous les posez, et puis je répondrai un petit peu plus tard. Là, compte tenu du temps qui nous est imparti, on va passer directement sur les tendances oscillatoires. Donc, les tendances oscillatoires sont des tendances. Ici, vous avez donc l'indicateur, la STPMT dont je vous ai parlé, hein, qui, elle, fait apparaître les cycles de marché ici, vous voyez, et qui possède aussi, avec ces divergences, quelque intérêt. Alors, sur un mouvement tel que celui-là, vous voyez, vous avez des oscillations successives qui vous indiquent éventuellement les possibilités de départ. Alors, pourquoi, par exemple, sortir, là, vous avez nettement une zone de résistance ici, on peut estimer qu'il y a cassure ici, ou on peut estimer qu'il y a cassure là. Hein. Là, on sait que probablement, puisque la tendance, le retournement haussier en fait de cycle est relativement lointain, je dirais, on a des chances d'arriver rapidement sur une fin. Par contre, si vous prenez la cassure du premier range ici, une cassure en clôture, hein, je vous rappelle, là, vous avez une possibilité de prise de position ici à peu près, ce qui est beaucoup plus confortable parce que vous allez avoir des oscillations successives. Alors, l'intérêt de la STPMT complète en fait le répulse. Le répulse qui vous donne des indications ici de résistance et le répulse 5, le répulse 1, j'entends, le rouge, et le répulse 5 qui vous donne ici, c'est-à-dire là où il y a la petite bande rouge en fait, sur la fin de cette bougie-là, il vous donne l'indication d'une résistance plus importante, une résistance majeure.
ceci est renforcé par, encore une fois, les divergences. La STPMT, les divergences de STPMT sont assez puissante, si je puis dire. C'est-à-dire que la divergence n'apparaît la plupart du temps que lorsqu'on a une zone de résistance ici, ou une zone de support dans l'autre sens, une zone de résistance donc assez importante. Là, vous pourrez remarquer que la divergence de STPMT est doublée par la divergence de répulse. Donc une double divergence comme ça, avec un phénomène en plus d'action-réaction, ça vous donne une possibilité de sortie sur la vasouille derrière, qui est relativement confortable et qui vous donne un gain quand même relativement important, quel qu'ait été pratiquement votre point d'entrée. Le deuxième point d'entrée avec la STPMT étant le niveau où la STPMT ralentit et fait mine de se retourner, éventuellement le niveau où elle s'est déjà retournée, mais donc ou bien sur ce groupe de bougies de ralentissement, vous voyez, et on passe réellement aussi à la fin de cette bougie. Donc moi, je suis plutôt partisan d'intervenir sur un niveau de timing, ici, un niveau de timing que l'on détermine en regardant un petit peu ce qui s'est passé antérieurement. Et là, si on regarde, on a le cycle précédent, vous voyez qu'il y a un certain temps, le temps que l'on retrouve également sur le cycle d'après. On retrouve pratiquement aussi le même temps, mais un peu différent sur le cycle d'après. Et là, le cycle devient relativement écrasé avec un changement de tendance. Donc, le timing peut être relativement important, peut être une aide extrêmement intéressante à partir du moment où vous avez une idée globale de la durée habituelle du cycle sur l'unité de temps que vous travaillez. Par exemple, sur le 5 minutes et sur les indices, on a en général une durée de cycle qui se situe autour de 40, 45 minutes, 55 minutes. Donc ça, c'est la durée de cycle classique, en fait, entre 40 minutes et 1 heure, grossièrement. Donc, au bout de, si le cycle est entamé depuis 20 minutes et que vous pensez rentrer, eh ben, ce n'est pas forcément le moment, vous n'avez pas le bon timing. Donc, il vaut mieux attendre l'attaque éventuellement directe d'une résistance avec une cassure pour pouvoir rentrer sur le marché. Je regarde juste les questions, c'est pour ça que je m'interromps, donc il n'y a rien de nouveau. Alors, les indicateurs de cassure sont particulièrement intéressants, surtout l'indicateur de cassure haussière. Alors, qu'est-ce que l'indicateur de cassure haussière? C'est un indicateur qui, entre deux hauts, va vous tracer, ici en noir par exemple, une ligne, et puis ensuite en vert, il va tracer une prolongation de ligne. Ici, pareil, on prend ce sommet, on prend celui-là, là, il trace une ligne, et il trace une ligne verte qui sera un signal quand elle est cassée, en fait, un signal d'achat ici en l'occurrence, puisqu'il s'agit d'une cassure haussière. Donc vous voyez que ces signaux sont souvent assez bien placés, même quand le marché est déjà parti. Ici, vous avez par exemple, vous voyez, une ligne de cassure qui est indiquée ici. On tient, on tient, on tient, et la cassure a lieu à ce niveau-là. C'est une cassure assez intéressante, bien qu'elle ne soit pas très rapide à se mettre en route et qu'elle vous laisse légèrement le temps de douter. Mais nous sommes ici sur le 1 minute, donc ça vous donne une idée. Mais vous avez une zone support qui est non pas vraiment le retracement 90, bien que le retracement 90 ici soit pile poil sur la zone, mais qui correspond en fait en gros à cette zone ici, à la zone antérieure de résistance. Les cassures pour renforcer. Donc ces cassures, c'est en standard sur la NanoTrader. C'est un indicateur que j'ai donné donc à WHS et qui est en standard, qui s'appelle le breakout. Il n'a pas le même nom parce que ça c'est le nom, si vous voulez, de l'indicateur qui se trouve dans le pack Mogalef. Mais vous le trouverez dans les cassures, oui, vous tapez breakout ou bullish, hein, et vous aurez l'indicateur qui apparaîtra directement dans votre sélection d'indicateurs. Donc, ajoutez un indicateur, vous mettez bullish et là, ou breakout, et vous aurez l'indicateur qui sera dans la liste que vous pourrez aisément mettre sur vos graphes. Donc, c'est assez intéressant parce que tous ces types de cassures,
constituent en général des points d'entrée relativement intéressants qu'il faut mixer éventuellement avec la notion de cycle et de longueur de temps dont je vous ai parlé à la diapositive antérieure. Ici, encore une fois, vous avez, voyez, une tendance qui n'est pas en ligne cette fois, mais une tendance relativement régulière, hein, tendance haussière qui est suivie par la MM150 avec des oscillations qui sont bien marquées, mais avec du retard par la moyenne mobile 20, parce que la moyenne mobile 20 elle sera fatalement en retard par rapport au cours et par rapport aux oscillations elles-mêmes. Donc ce n'est pas quelque chose de facile à utiliser pour détecter les oscillations. Il vaut mieux le détecter avec une stochastique, et particulièrement la STPMT qui est faite pour ça. Donc là, vous aurez STPMT en standard, un WHS STPMT dans vos indicateurs. Et alors, donc là, vous avez une tendance relativement régulière. Et qu'est-ce que vous voyez ici? On tape le haut de la tendance. Et qu'est-ce qui se passe là? Il se passe une exagération. Une exagération, c'est toujours, ça doit toujours vous poser problème en fait, et tout de suite vous devez vous dire attention, c'est un point de sortie, ce n'est pas un point d'entrée, c'est un point de sortie, parce qu'on a tendance à dire bah tiens j'ai raté le mouvement là, ah bah ça part drôlement, bah j'achète. Et non, là vous achetez aux gens qui sont très contents de vendre à ce niveau, hein, parce qu'on a l'impression que ça va aller jusqu'au ciel, mais rares sont les tendances qui vont jusqu'au ciel, hein. Enfin, je dis pas qu'elles n'existent pas, mais je n'en ai jamais vu, c'est tout. Donc ici, vous feriez avoir en fait par une exagération. Donc on ne rentre jamais sur une exagération, hein. L'exagération, c'est un point de sortie, c'est un signal de sortie. Voilà, le même mouvement ici sur l'unité de temps principale en fait, c'est-à-dire l'unité de temps sur laquelle la moyenne mobile 20 adopte à peu près le rythme de la tendance. Donc, vous voyez ce qui s'est passé sur cette unité de temps qui est plus importante, entre guillemets, hein, puisqu'il s'agit quand même du 5 minutes. Donc, on avait ici un range relativement net. Alors, vous avez les entrées sur cassure de range. Attention au pullback, hein, bien sûr, il ne faut pas mettre son stop directement là, parce que sinon, si vous mettez le stop trop près, bah, vous enchaînerez les petites pertes, hein. Donc, il vaut mieux des positions moins importantes, mais avec des stops plus lointains pour arriver à gagner de l'argent. Il vaut mieux gagner de l'argent avec des positions moins importantes, mais régulièrement, que gagner de l'argent avec des positions importantes, mais rarement. C'est beaucoup plus rentable, croyez-moi, d'être régulier plutôt que d'avoir des performances énormes sur une position. Et là, vous avez nettement, on voit le phénomène d'accélération ici, qui est net également sur le 5 minutes. Je regarde de nouveau s'il y a des questions. Je dois être super clair. Je plaisante, hein. Donc, pas de questions apparemment. Donc, maintenant, je vais vous parler des bandes Mogalef qui peuvent vous être utiles pour déterminer ou des points d'entrée ou des points de sortie supplémentaires. Alors, que sont les bandes Mogalef en fait? Les bandes Mogalef sont des projections d'un range futur possible, je dirais à peu près probable. Maintenant, ce n'est pas d'une exactitude absolue, hein, mais on arrive à voir quand même que ici, par exemple, c'est à la clôture de cette bougie, là où je suis, là où il y a ma souris, que ce range vert rouge est tracé. Donc, à la clôture de cette bougie, le tracé des bandes Mogalef qui fait une projection simplement tenant compte du passé, une projection sur l'avenir. Donc, comme toute projection sur l'avenir, c'est pas du 100%, loin de là. Donc, mais vous avez quand même, vous voyez, un niveau haut qui était déterminé possible ici, un niveau bas qui était déterminé possible ici, mais il n'y a pas seul le niveau haut ici a été atteint dans la mesure où nous sommes sur une tendance globalement haussière, vous voyez, avec une zone neutre qui monte inexorablement. Donc ici, par exemple, la projection a lieu à la clôture de la petite bougie rouge, ici, vous voyez, avec une projection d'un bas possible des cours ici, d'un haut possible des cours là. Alors là, vous voyez, on n'y est pas tout à fait.
Donc la projection était un petit peu exagérée. Ici aussi, par exemple. Là, c'est de la clôture, la projection haute était ici. Donc ça peut vous donner une idée de ce que les cours peuvent faire par la suite et également une possibilité de point d'entrée quand vous êtes en décalage de bande, en fait. Donc, on peut rentrer ou bien sur cassure de bande ou bien sur décalage de bande. Cassure de range, décalage de bande, vous rentrez à peu près à ce niveau-là. Là, il y a un décalage de bande. Vous voyez ici, sur cette petite bougie, par exemple, on décale vers le haut sur une bande qui est encore relativement large et avec une projection basse ici, sur les mêmes bains, quasiment, une projection haute ici. Et bon, l'exemple est peut-être mal choisi parce qu'on change de jour, mais globalement, vous avez une continuation de tendance et vous avez eu un point d'entrée quand même relativement correct, puisque le stop ici se situe moi, j'aurais mis le stop en dessous de ce point-là. Hein. Donc, un stop pratiquement on va dire, 15-20 points sur ce mouvement. Hein. Là, vous avez quelque chose d'intéressant sur lequel on reviendra ensuite. C'est-à-dire que vous avez une bande qui est assez importante. Vous voyez, une projection en fait qui donne un range relativement important, avec un point d'entrée éventuel sur bas range. Hein, ça, c'est assez classique éventuellement. Mais surtout, à cette bande relativement large, cette projection large succède une projection très courte, très petite. Hein, c'est un signal en général de ou bien pause ou bien la plupart du temps de fin de tendance. Donc en plus des divergences de STPMT, en plus des divergences de répulse, surveiller les bandes Moguev peut ne pas être inutile puisque on a ce signal de sortie et on a des signaux d'entrée au niveau du décalage qui peuvent compléter les signaux d'entrée antérieurement cités. Voilà, antérieurement cités, j'y suis arrivé. Alors, pourquoi ai-je mis pâté précédente? Voilà. Et pourquoi ai-je marqué exemple de renforcement et couverture avec les bandes Moguev? Parce qu'avec les bandes Moguev, vous pouvez utiliser un système de stop, en fait. Le stop Moguev, le stop basé sur les bandes Moguev. Alors, ces deux indicateurs, les bandes Moguev et le stop Moguev, ne sont pas en standard sur la nano, mais vous avez vu en début de conférence, je vous ai indiqué que vous pouviez télécharger deux petits fichiers à mettre dans le répertoire express de la NanoTrader. Ces deux fichiers sont l'indicateur des bandes Moguev et le stop Moguev. Stop Moguev qu'on aperçoit ici. Vous voyez, c'est le petit stop en rouge qui se décale en fait à chaque décalage de bande. Qu'est-ce qui se passe? À chaque décalage de bande, en fait, le stop descend jusqu'au milieu de la bande précédente. Vous voyez, là, on a un décalage de bande à ce niveau-là. Le milieu de la bande précédente est ici. Le stop vient se placer. Ici, on a un décalage de bande. Le milieu de la bande précédente est ici. Le stop vient de se placer là, etc., etc. Donc, il se déplace en fait uniquement si le centre du range précédent est bien en dehors du range de Moguev projeté actuel. C'est-à-dire que ici, le centre du range précédent est bien situé en dehors du range qui a été projeté à l'instant T. Donc, le stop Moguev se décale. Si le centre de la bande précédente était situé ici, c'est-à-dire à l'intérieur de la bande Moguev actuelle, alors le stop ne bougerait pas. On a, je pense, des structures. Donc là, vous voyez quelque chose de relativement courant, hein, je vous ai déjà décrit, avec un range, cassure, décalage de bande, grande bande, petite bande derrière, bon point de sortie. Hein. D'autant plus que vous avez des divergences sur répulse 5 qui vous donnent deux indications identiques ici sur le répulse, vous voyez, deux indications identiques. Ici, la première divergence et là, la deuxième divergence. Mais elles sont identiques, elles correspondent à des sommets, en fait, qui sont à des niveaux qui sont les mêmes, qui sont ce niveau-là, considéré comme un point de résistance important. Donc, ce qui est le cas, hein, on voit également une petite cassure derrière le lendemain.
et les cours qui vasouillent légèrement, mais il était très avantageux de sortir à ce niveau-là, qui correspondait à la fois aux divergences de répulse et au fait que les bandes Mogalef étaient larges auparavant et étroites directement à ce point-là. Donc bande large plus bande étroite, vous voyez, vous avez ici encore bande large plus bande étroite derrière. Ce sont des signaux de probable fin de tendance. Donc c'est très utile encore pour sortir correctement. Parce que vous avez un proverbe boursier qui dit pas vendu, pas perdu. À mon avis, c'est totalement faux. C'est vraiment le truc qui incite à rester en position, même si la position est perdante. Moi, mon proverbe, le proverbe que je préfère, c'est pas vendu, pas gagné. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous vendez et que vous avez gagné, là, votre trade est fini et là, votre trade est intéressant. Maintenant, si on ne vend pas, on ne gagne pas. C'est-à-dire que tant que je suis en position, je n'ai pas gagné. Je n'ai gagné qu'à partir du moment où je sors de position. Mais il faut faire attention à ne pas sortir de position de façon impulsive, de façon irréfléchie, je dirais. Donc, toujours rechercher un stop relativement lointain, éventuellement un stop suiveur relativement lointain, et rechercher des indications de sortie, des indications de bonne sortie. Et c'est en sortant sur les indications de bonne sortie que l'on arrive à avoir un bon pourcentage de trades gagnants et surtout des trades gagnants qui sont nettement supérieurs en moyenne aux trades perdants. Et c'est là-dessus que moi, personnellement, je gagne de l'argent. Même système ici, vous voyez, donc avec un décalage de cours, ici un petit divergence de répulse qui vous donne une petite résistance à ce niveau-là, ici et non pas là. Donc là, vous avez derrière une cassure éventuelle pour pouvoir rentrer, si vous n'avez pas pris la cassure de départ, bien sûr. La cassure de départ, elle était encore une fois sur une structure connue. Je vais reprendre au départ parce que c'est quand même le plus intéressant. Donc là, vous avez une petite tendance, action-réaction ici. Donc niveau de support à peu près là, sur l'action-réaction. On casse, on revient quasiment à la zone neutre. Et qu'est-ce qui se passe? Ici, on n'arrive pas à redescendre. Vous voyez, on reste en range ici et on reste en range avec une MM20 qui va s'orienter dans le même sens que les courses, qui va vous renforcer dans votre prise de position en cassure ici. Ensuite, vous avez une projection Mogalef, vous avez une indication de résistance ici avec le répulse 1. Donc, vous allez couvrir la position de manière à ne pas pouvoir perdre. Ce n'est pas vraiment encore un signal de sortie. Donc, les bandes continuent, la tendance continue, elle est toujours à peu près parallèle à MM20, il n'y a pas d'exagération. Par contre, vous avez une divergence de répulse 5 et vous avez une bande large avec une bande fine derrière. Donc, ce niveau-là est un point de sortie intéressant. Et à partir de ce moment, au moment où vous avez l'indication, c'est là qu'il faut prendre la décision. Toute indication implique une décision. Et quand il n'y a pas d'indication, en général, il n'y a pas de décision à prendre. Donc, les objectifs de sortie, ça peut être, comme on l'a vu, les divergences majeures ici ou là, et éventuellement les exagérations. Vous voyez, une bougie qui est nettement supérieure aux bougies précédentes. Dans le même temps, on va beaucoup plus haut. En fait, si vous avez suivi mon webinaire sur l'interprétation des mouvements de marché, sur le trajet en fait suivi par l'acheteur qui devient vendeur potentiel, puis ensuite qui devient vendeur et qui retourne à l'état neutre. Donc c'est une conférence précédente que vous pourrez retrouver, dont vous pourrez retrouver le PDF d'ailleurs sur le site Mogalef Trading. Donc vous avez à ce niveau-là une exagération et donc un point de sortie très intéressant. Notez que l'exagération n'est pas en sortie de canal ici, mais par contre, c'est quand même une exagération. Et une exagération comme ça traduit l'absence, en fait, ça traduit le fait que tout le monde est acheteur et qu'il manque des vendeurs. Si on va chercher des vendeurs, on est obligé d'aller les chercher très vite, très haut. C'est ça une accélération. Et à partir du moment où il n'y a plus de vendeurs, mais que tout le monde est acheteur,
ce petit monde, enfin ce gros monde d'acheteurs, ce gros bloc d'acheteurs, eh bien, a une idée en tête, c'est sortir et comme ça, ils diront j'ai vendu, j'ai gagné. Et donc, c'est le réflexe que vous devez avoir vous aussi quand vous voyez cette accélération, ça signifie qu'il y a trop d'acheteurs. Tout le monde est acheteur pratiquement. J'exagère bien sûr, mais tous ceux qui sont sur ce mouvement, en tout cas, sont en grande majorité acheteurs. Quand il y a beaucoup d'acheteurs, les acheteurs, ils n'ont qu'une seule possibilité d'action. En fait, globalement, bien sûr, c'est schématique, c'est de vendre. Et donc, à partir de ce moment, une accélération signifie l'arrivée ensuite des vendeurs, des gens qui vont vendre le marché. Ah, mais il y a une question qui est intermédiaire que je n'ai pas vue. Ces indicateurs peuvent-ils permettre de pyramider au sein de la tendance en ligne et comment? Alors oui, sur une tendance en ligne, c'est un petit peu plus délicat. C'est-à-dire qu'on peut utiliser surtout pour renforcer une position les cassures ou les arrivées sur le côté support de la tendance en ligne ou le côté résistance si on est en tendance baissière. On va voir un petit peu plus tard la conduite de trade quand il y a quand il y a la possibilité de renforcer pour alléger ensuite. Ici, exactement la même chose. Là, vous voyez qu'il y a une accélération suivie d'une action-réaction. Donc, double indication qui vous indique que vraiment ici, c'est le point de sortie. Hein. Et pas de divergence sur répulse parce qu'il y a exagération. Donc, il ne faut pas chercher à regarder les divergences répulses lorsqu'il y a exagération des cours. La sortie également peut se faire sur divergence de répulse et cassure de la tendance précédente. Hein. Donc, sortie classique sur cassure. Bon, on vient à une sortie à peu près à ce niveau-là. Ce sont des sorties qui sont moins intéressantes que les sorties sur accélération. Donc voilà, ici, sur du 60 minutes, cette fois, une tendance qui est pratiquement en ligne. Et vous voyez une sortie sur cassure, effectivement. Et là, la MM20 qui est bien parallèle à la tendance, donc qui est assez intéressante pour suivre la tendance. Les points de sortie intermédiaires peuvent être l'arrivée sur sur le canal objectif, sur le côté objectif, un côté stop, un côté objectif en quelque sorte. Donc l'arrivée sur un côté objectif peut être un point de sortie partiel au moins. Donc voilà, on vient à ce que vous aviez en question, c'est-à-dire renforcer, alléger. D'abord, la règle de base, et ça je vous conseille de la suivre vraiment, toujours commencer par une petite position, ne jamais commencer par une grosse position. Si vous commencez par une grosse position, vous commencez par un gros risque, puisque vous avez une grosse position et un stop qui va vous faire un gros risque en fait. Si vous commencez par une petite position, vous avez un petit risque. Donc, on ne renforce que les positions, on ne renforce jamais les positions qui sont en perte. Hein. On peut renforcer à chaque signal, par exemple une cassure de range ou une cassure de ligne de breakout. Tant qu'aucun signal de divergence majeure, c'est répulse 5 ou 15, n'a eu lieu, et tant qu'aucune accélération ne se présente. On peut commencer à alléger en cas de divergence majeure, c'est-à-dire du répulse 5 essentiellement, ou en cas d'accélération. Et on peut sortir définitivement en cas de cassure de tendance. Bon, ce ne sera pas la sortie idéale. De stop suiveur touché, ce n'est pas la sortie idéale non plus, ou bien d'action-réaction. Dès que vous voyez une action-réaction, éventuellement, qui est contre vous, éventuellement, ça peut être également un signal de sortie, tout comme une divergence majeure sur le répulse 15, par exemple, mais voire sur le répulse 5 aussi, à voir suivant la tendance. Donc, voici ici un exemple en fait de renforcement successif et d'allègement successif. Donc là, vous avez une sortie en fait du range précédent, une extraction de zone neutre et une cassure en simultané qui vous donne une possibilité d'entrer à ce niveau-là en fait.
Là, vous avez par contre un pullback. Donc, si vous avez mis votre stop juste au niveau de ici ou au niveau de la MM20, là, vous serez stoppé. Hein, il faut mettre le stop à une distance suffisante en fait pour corriger la volatilité. Surtout que là, vous avez déjà une partie haussière, si vous voulez, de cycle qui est suivie par une partie baissière, puis une partie haussière, puis une partie baissière, puis une partie haussière, puis une partie baissière, etc. Donc là, vous devez vous attendre éventuellement à une partie baissière. Si vous mettez votre stop trop près, vous serez stoppé, vous aurez une perte. Donc il vaut mieux prendre une petite position pour pouvoir mettre le stop plus loin. Et ça vous évite de vous faire stopper sur les pullbacks, par exemple, au départ. Par contre, dès que la position devient intéressante, ici, vous avez de nouveau une cassure d'oblique ou cassure carrément de résistance, qui vous donne un deuxième point d'entrée éventuel au moment de la cassure ou à la clôture de la bougie. Ici, vous avez également, vous voyez, une petite zone de résistance ici, qui est indiquée sur les cours, un tracé de ligne, un tracé de prolongation de ligne et une cassure qui vous donne éventuellement un point d'entrée ici. Point d'entrée qui est immédiatement démenti par une divergence sur le répulse 5. Et là, même si par rapport à l'entrée, vous avez un peu perdu, il va falloir décharger une partie de la position parce que là, vous êtes en position maximum, si je puis, en termes de quantité. Donc, même si on n'a pas envie de sortir à perte, sortir à ce moment-là du renforcement, du dernier renforcement est plus sage en fait. Et on sait qu'on est déjà gagnant sur les autres, donc avec un stop suiveur qui peut être à ce niveau-là légèrement sous la MM20 ou bien suivre le petit zigouigui que vous avez ici, le stop ici qui avait été utilisé, qui est le stop intelligent du pack Mogalef. Vous avez ici un autre signal de sortie qui est donné par le répulse 5 ici. Donc, arrivé sur une zone de résistance à nouveau. Si vous n'êtes pas sorti à ce niveau-là, vous serez sorti à ce niveau-là par le stop si vous avez ce stop. Là, vous avez quand même une structure d'action-réaction, structure double. Il y en a une là, il y en a une là, il y en a une là. Et là, on repart en cassure, mais on est en phase de décroissance. Donc là, on ne va pas prendre la cassure, puisqu'on a déjà commencé à diminuer la position. Et arrive ici une divergence de répulse 15, donc une divergence puissante, une divergence sur l'ensemble du mouvement, nous donne la possibilité de sortir du solde de votre position. Alors ça, c'est l'idéal, c'est-à-dire une première entrée, une deuxième entrée, une troisième entrée, une première sortie, une deuxième sortie, une troisième sortie. C'est la position qui est le type de gestion de position qui est le plus sécurisé. On verra ça probablement lors d'un prochain webinaire consacré à ce sujet. C'est quelque chose que je fais régulièrement, j'ai déjà fait 2-3 fois sur les 20 dernières années, mais qui est vraiment intéressant à connaître pour éviter de faire des erreurs dans la gestion de position. Donc là, pareil, je passe relativement vite parce que ça commence à être un peu long. Cassure de range sur action, réaction, action, cassure de range, première possibilité de rentrée. Là, ici, deuxième possibilité de rentrée avec le décalage éventuellement des bandes. Là, et de remontée de stop d'ailleurs au passage de Mogalef. Là, vous avez une troisième possibilité d'entrée avec une cassure de nouveau. Et là, une divergence sur répulse 5, sortie partielle. Une deuxième divergence sur répulse 5, sortie partielle encore. Mais on ne gagne pas grand-chose. Et là, on ne le voit pas trop, mais une divergence de répulse 15, plus de toute façon un stop touché. Donc, divergence de répulse 15 qui vous faisait sortir par là, c'est-à-dire probablement à la sortie de cette bougie-là, ou bien sur stop suiveur, un stop suiveur relativement éloigné, qui correspond ici au stop Mogalef. Sauf erreur de ma part, vous voyez, Mogalef stop. Donc, c'est le stop que vous pouvez télécharger sur Mogalef Trading gratuitement, bien sûr. Voilà, à vous maintenant. Alors, je vous invite à faire un petit peu d'études sur ce graphe. Je vais passer. Je vais aller directement à la solution parce qu'on est très loin déjà au niveau de temps. Maintenant, sur le PDF, au moment où vous arrivez à cette dia, essayez de travailler par vous-même, de voir les points d'entrée, de voir les points de sortie, etc.
Donc ici, vous voyez, on travaille avec le stop Mogalef. Le premier point d'entrée est ici sur la cassure, derrière, sur cassure. Et nous avons donc un point d'entrée en position avec deux contrats, on va dire. Deux contrats qui sont pris avec un risque ici très faible, un risque de 156 €. Vous avez ici une deuxième cassure qui vous donne une deuxième entrée de position possible avec un risque qui est moindre ici puisque vous avez déjà gagné sur la première. Vous rajoutez un contrat et le risque global sur 3 contrats ici devient donc de 150. L'idée étant que le risque global ne soit pas supérieur au risque précédent. Mais là, vous avez une position qui est plus importante, avec un risque qui est équivalent à ce que vous aviez au départ. Donc, vous êtes vraiment en position favorable, avec une position importante. Là, vous avez encore une fois une possibilité d'entrée sur cassure, plus un risque. Donc là, vous rajoutez un contrat et éventuellement, bien sûr, le stop lui-même descend en même temps. Ce qui vous donne un risque qui n'est plus négatif, en fait. Le seul risque que vous avez à ce niveau-là, en ayant cette fois 2, 3, 4 contrats en poche, votre risque est de gagner de seulement 265 €. Donc là, vous êtes à peu près tranquille pour suivre et pour aller guetter les signaux de divergence, de répulse 5 surtout éventuellement. Là, c'est surtout de répulse 1, on a une double divergence, pardon, le répulse est là, de répulse 5. Ça, c'est la STPMT qui vous donne les cycles, en fait. Donc, il est intéressant de sortir sur la divergence de répulse 5. On a un premier signal de sortie ici. On a une bande relativement large ici, suivie d'une bande, vous la voyez là, une petite bande, bande large, bande petite. Vous avez une possibilité de sortie ici, ou bien une possibilité de sortie sur la divergence de répulse 5, la petite divergence qui est là. Et la sortie finale ici se fait sur stop suiveur du stop Mogalef. Alors vous aviez une autre solution éventuelle qui était de sortir non pas ici mais ici, mais c'est le même support qui était signalé, donc ça revient à peu près au même. Voilà, ici c'est la fin, je regarde les questions. Est-ce que j'en ai oublié? Est-ce que la bougie d'accélération correspond à la bougie de contrôle de Joël Mathieu? Je l'ignore. Je l'ignore, je ne connais pas. Est-ce que le webinaire est enregistré et publié sur la chaîne YouTube de WHS? La réponse est oui. La largeur de la bande Mogalef donne un signal d'amplitude du mouvement de prix, tout à fait. Un signal possible. C'est tout ce que j'ai comme question, je crois. Sur l'Orepus, les lignes de divergence sont tracées automatiquement. C'est marrant, elles ne sont pas dans l'ordre, en fait, les questions-réponses. Bon, je crois que j'ai répondu à toutes les questions-réponses. Donc, je vous rappelle que alors, vous avez éventuellement, si vous voulez, des exemples de trades, un résumé d'une journée de trading qui est disponible. Alors, les résumés antérieurs faisaient 1 heure ou quelque chose comme ça. Je crois que j'ai réussi à faire un résumé sur une demi-heure simplement. Donc, avec les principaux points d'intervention, c'est disponible sur YouTube, sur ma chaîne. Donc, vous allez sur le site Mogalef Trading et bon, il y a un gros machin new donc qui s'affiche et vous aurez la possibilité d'aller sur hop, voilà, vous voyez le gros machin new, on ne peut pas le rater. Vidéos sur YouTube, des tradings, vous en avez d'autres, des séances enregistrées comme ça que je fais en direct et sur lesquelles je fais des résumés derrière. Merci Eric. Donc oui, effectivement, pour répondre à la question d'un intervenant, c'est bien sûr toujours enregistré et ce sera mis en ligne sur notre chaîne YouTube. Donc vous aurez tout loisir de revoir l'ensemble de cette vidéo qui est effectivement un condensé de ce qui avait été présenté le 10 mars par Eric en 3 heures avec un peu plus d'interactivité avec la salle, bien sûr. Ouais, ben, j'étais obligé de penser un petit peu en rythme aussi, et puis de supprimer un ou deux passages, vous les aurez sur le PDF. J'en profite également pour vous inviter, il y a encore des places au prochain événement présentiel avec Eric Lefort qui aura lieu le 19 avril. Donc c'est le mardi 19 avril en après-midi, c'est le mardi de Pâques. Donc quand vous serez rentré du grand week-end pascal,
Vous aurez la possibilité de nous rejoindre à Paris pour ceux qui le souhaitent et participer donc à un nouvel événement qui est en ligne actuellement sur le site Self-Invest, onglet séminaire webinaire. Donc, c'est très facile de vous y inscrire. Ne tardez pas à le faire parce que là, quand on est en présentiel, pardon, Alain. Il s'agira en fait de la continuation du webinaire actuel, ou tout au moins d'un traitement différent. C'est-à-dire que là, on a vu comment traiter les tendances elles-mêmes, et là, on verra donc la prochaine fois comment traiter les impulsions simplement. C'est-à-dire avoir un horizon de trading un peu plus court et comment trader les impulsions. Voilà. Ok, merci Eric pour tout. Donc déjà, là, je vais arrêter l'enregistrement. Ça ne nous empêchera pas de rester ensemble encore quelques instants.